L'été, la Corse voit débarquer près de 3 millions de touristes pour une population l'hiver estimée à 280 000 habitants. On y vient de tous les pays d'Europe admirer les beautés de Callisté, et surtout pour se retrouver sur les bords de cette Méditerranée aux images de vacances. Pour beaucoup, la Corse n'est qu'un long littoral de plages, toutes différentes et tout aussi belles les unes que les autres. C'est l'or bleu de la Corse, l'objet de toutes les convoitises. Chaque plage, chaque baie, chaque crique devient un lieu estival pour chacun. C'est la Corse des cartes postales, et depuis des années, la première économie de l'île. Calanque de Piane, golfe de Girolate, golfe de Porto. Ici, on se baigne dans des sites uniques, tous inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Au début du printemps, le golfe de Porto est un silence de vagues et de vent. La nature, ici, se donne des airs de bout du monde. La mer, le vent et la roche. Ici, tout n'est que volcan, lave, rhyolite, basalte, magma sorti en furie il y a des millions d'années. Ces paysages tourmentés sont la continuité du massif de l'Estérel, dans le sud de la France. C'était il y a bien longtemps, lorsque la Corse n'était pas encore une île. À l'ère tertiaire, c'est l'éruption volcanique ultime. Les massifs s'effondrent, la Corse part à la dérive. Des millions d'années plus tard, la presqu'île rouge de Scandola accumule les titres en devenant la plus belle réserve intégrale de France et une aire maritime protégée. Pas de route, pas de construction, pas même de chemin. Seulement une cathédrale de nature que préserve sans aucune concession Jean-Marie Dominici. Si vous voulez, je me sens chargé d'une mission à mener. Et cette mission, c'est de faire prendre conscience aux Corses et au monde en général qu'on a un paradis à proximité de la mer. Et tant que je n'aurai pas atteint ces objectifs-là, je serai malheureux. Parce qu'aujourd'hui, je vis sur un paradis, je suis conscient de ça, mais je voudrais que tout le monde prenne conscience de ça. La Corse, c'est comme le reste de la planète, ça pourrait être un paradis s'il serait géré de manière... oui. Ces vieux boucs sauvages témoignent de l'histoire de Scandola,
et des bergers qui transhumaient ici encore au siècle dernier. Le trésor de Scandola, ce n'est parfois qu'une fleur, comme celle-ci. Armeria soleroli est unique au monde. On ne peut la voir que dans ces roches inféodées à la zone du littoral, à quelques dizaines de mètres de la mer. Elle est si rare que des universitaires venus de Bretagne et de Corté se sont penchés sur elle, l'ont localisée, répertoriée et finalement baguée. C'est une espèce qui n'a pas besoin de beaucoup de substrat et de terre végétale. Là, elle a des racines qui sont très fines, qui pénètrent dans toutes les fissures rocheuses pour pouvoir puiser le minimum vital, si j'ose dire, le peu d'humidité, parce qu'en période estivale, au mois d'août, vous imaginez, la chaleur de cette dalle rocheuse peut monter jusqu'à 40 degrés, hein, et même avec des pics plus élevés. Et juste un petit peu d'humidité, l'humidité de l'air marin suffit à la maintenir en vie. Tout aussi rare, l'hérodium de Corse ou encore le sénesson à feuilles de marguerite. Au printemps, la presqu'île est un jardin de couleurs. La réserve naturelle de la presqu'île de Scandola est autant marine que terrestre. Sans la présence de l'homme, coraux, gorgones, langoustes et coquillages ont pu se créer leur royaume sous-marin et prospérer en même temps que mérou, murènes, rougets, sarres et bien d'autres encore. C'est ce site-là qui est le site le plus habité par les mérous de Méditerranée. C'est 700 individus sur pratiquement 40 hectares. C'est remarquable, c'est des individus qui pèsent plus de 30 kg, 30 à 40 kg. C'est des grosses espèces, des gros barracudas, des gros mérous, des gros corbes, des gros sards, plusieurs espèces de sards, des nouvelles espèces comme le mérou royal, Mycteroperca rubra, le corail. Le corail qui est très présent sur la zone, puisque c'est une zone très protégée. Et on a la chance d'avoir du corail très présent, à des profondeurs accessibles, peu profondes. Le corail rouge est un fragile animal de calcaire. Dans ses eaux pures, il abonde, comme nulle part ailleurs en Méditerranée, à une dizaine de mètres de la surface. La richesse de la biodiversité de Scandola, c'est aussi le mystère de grottes qui simulent les grands fonds marins de la planète. Ces crevettes narvals ne supportent pas la lumière et vivent généralement dans les abysses des grands fonds océaniques, à plus de 200 mètres de la surface. Pour les mustels, ces trous noirs sont un paradis. Ces poissons raffolent de ces crustacés dont ils sont entourés par milliers. Si vous voulez, le témoignage que l'on a à la création de la réserve de Scande, lorsque les premières missions ont inventorié les fonds sous-marins de la réserve de Scande, par exemple pour les mérous, aujourd'hui je vous disais 700 individus, c'était 4 mérous en 1975. Il
faut dire qu'avant, il y avait la pêche à l'explosif, la pêche un peu tout venant, toute activité non contrôlée. Et donc, il y avait une grosse incidence sur la ressource. Et pour ce qui concerne les mérous, il y avait 5 mérous. Il y avait un corbe qui avait été observé. Sur les pitons rocheux de la presqu'île, le balbuzard pêcheur vient nourrir sa famille. Si rare, ce grand rapace est l'emblème de cette réserve. Le balbuzard pêcheur est à l'origine de la création de Scandola. Protégé, sa survie reste incertaine, car l'été, la presqu'île perd son silence. Cette extrémité montagneuse est aujourd'hui le porte-drapeau de la nature en Corse. Scandola est l'un des sites naturels les plus connus et le plus visité de toute cette île. L'été, plus de 700 000 plaisanciers et navigateurs viennent admirer cette icône de la nature. La principale attraction est de s'approcher au plus près des pitons rocheux où nichent encore les derniers balbuzards. Dérangés dans leur couvée, les couples s'exilent pour un endroit plus calme en Méditerranée. Victime de sa notoriété, Scandola est aujourd'hui tiraillé entre une préservation intégrale qui limiterait sa fréquentation et une économie touristique qui fait vivre les locaux. Le paysager de Scande, c'est l'âme corse qui est représentée ici. C'est le tourment, c'est le stress, le fait de non avoir accompli ce qu'on pourrait accomplir, c'est-à-dire accomplir notre avenir de manière sereine, de manière paradisiaque, puisqu'ici c'est le paradis. Mais le problème, c'est qu'on a le paradis tout proche, mais on ne peut pas y accéder. Parce que l'homme a des travers qui fait qu'il va s'opposer à ce paradis. Et il est dit dans la Bible ou dans ce qu'ont annoncé certains grands écrivains, que le paradis est tellement près qu'on ne le voit pas. Et Scandola, c'est ça. Le paradis est là, mais on ne le voit pas. Lors de mauvais temps, les abris naturels dans ce coin déchiré du littoral sont presque inexistants. De Calvi au golfe de Sagone dans le sud, seul le port forain de Girolate peut abriter les plaisanciers. Toujours Carisa pour Girolata. Oui, Carida, présentez-vous au niveau des bouées jaunes. Il y a un stand-by au niveau des bouées jaunes. Marie, j'ai un 13 mètres 30 pour 2 mètres de tir en dos, il n'a pas réservé. Dans les 400, il y a de la place. Ok. Le Costa, là, je dois me mettre à la place du Kata, au ponton. Le ponton qui est devant vous, là, qui est un petit peu sur votre bâbord. Jean-François Lucioni, le patron du port de Girolate, a bourlingué plus de 20 ans le long de ces montagnes échouées dans la mer. Il en connaît précisément chaque recoin. Là, en face, vous avez le sommet qui est là. Ça forme une pyramide. Là. Le sommet est à 620 mètres. 620 mètres. Et là, au fond du golfe, au bout, à la sortie du golfe, là, on a 800 mètres de profondeur. Donc, vous imaginez, ça fait presque 1500 mètres de dénivelé en 1 kilomètre de distance.
contre ces reliefs presque verticaux qui sont tout le long de la côte, la mer frappe et donc il y a un phénomène de ressac qui se crée et qui renvoie les ondes contre les ondes principales jusqu'à plusieurs milles au large. Et donc ça fait une mer extrêmement hachée, c'est un bouillonnement tout le long de la côte et vraiment c'est très très inconfortable pour la navigation. Même avec les moyens modernes, même avec des navires très équipés, on arrive quand même à s'interrompre de naviguer par force, parce que voilà, c'est la mer. Lorsqu'en été se lève le Libeccio, ce vent fort qui souffle entre ouest et sud-ouest, la mer devient redoutable. Au sud, les vents violents de l'hiver transforment les paysages. Le Libeccio, la Tramontane, le Grecal, le Sirocco, le Punente. Les vents qui soufflent sur la Corse, les embruns et le temps composent avec la roche un véritable bestiaire minéral. Il faut dire qu'ici, on est quand même très très gâté par la Grande Bleue, quoi. Parce qu'avec ces rivages, on a des vagues avec des couleurs, des fois l'été, même en hiver. C'est grandiose, quoi. C'est comme si on était au bout du monde dans une île perdue. Ce sont ces paysages d'un ailleurs que recherche Marin. Ceux d'une île qui serait restée vraiment sauvage, préservée des hommes, pour admirer sans fin l'effrayante beauté de la nature. On le voit, hein, ces montagnes, ces rochers, on voit que vraiment c'est très tourmenté. Le vent est roi ici, le vent est capable de creuser la pierre ici. C'est quelque chose d'hallucinant, quoi. On le voit dans tous les taphones et tout ce qu'on voit. Ces phénomènes géologiques, beaucoup de gens viennent ici, les naturalistes, ils viennent ici pour observer. Ils restent quand même médusés par la force de l'élément sur la pierre et sur ce qui pourrait paraître éternel, quoi. Mais finalement, on s'aperçoit que le vent et l'eau vraiment sont plus forts. Alors souvent, je dis que les Bouches de Bonifacio, le détroit qui commence à Rocapine, c'est une zone, je veux dire, le vent t'épuise. C'est pas toi qui vas épuiser le vent, même si tu navigues toute la journée, mais c'est le vent qui t'épuise, quoi. Quand ça se met à souffler, ça t'arrête pas. C'est impressionnant.
Là, c'est le pays du vent. Il y a le Cap qui a enregistré quand même des pointes. Certaines fois, il y en a qui parlent de 240, 260 km/h en rafale, ce qui est énorme. Très souvent, on a force ouragan ici, c'est-à-dire la force 12 Beaufort. Et ça souffle en furie, là, en furie. On a revécu peut-être ici ce qu'ont dû vivre les marins de la Sémillante. La mer était blanche sur 7-8 mètres de hauteur, quoi. Partout. Et on voyait les embruns qui couraient comme ça dans le maquis, c'était absolument phénoménal. C'est la Méditerranée, mais elle est discréditée dans le monde dans le monde des vagues, dans les clichés, vous savez, entre surfeurs et tout, elle est très discréditée. Ils l'appellent la baignoire, souvent, parce que c'est presque une mer intérieure. Le rêve de marin, c'est de vivre la mer, naviguer en solitaire, traverser la Méditerranée sur sa planche à voile jusqu'à la Sardaigne, pour se retrouver au milieu de ces éléments qui l'obsèdent, les vents et la mer. Bon, la beauté frappe, les lumières, la lumière, les saisons, très 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 marquées les saisons, les senteurs. Et la nature, on va dire, c'est une toile qui n'en finirait jamais, quoi, d'être retouchée par un peintre. Les Bouches de Bonifacio sont le lieu de tous les dangers pour la navigation, là où se sont fracassés tant de vies. Selon la légende, Ulysse a lutté ici vaillamment contre les vents. Sa flotte d'une dizaine de navires viendra pourtant s'échouer devant ce prosénium de calcaire, les hautes falaises blanches de Bonifacio. Le combat aurait eu lieu ici, dans les Bouches de Bonifacio, aujourd'hui le détroit international entre la Sardaigne et la Corse. Bonifacio, c'est le cul-du-sac de la nation, la fin du territoire pour la France. Cette extrémité de la Corse fut pendant des siècles le vis-à-vis militaire avec la Sardaigne, une citadelle pour frontière avec l'autre monde méditerranéen. Bonifacio, c'est surtout le plus beau port naturel de toute la Méditerranée. Des poudrières dans les falaises, des chaînes pour barrer le port, des fortifications partout jusqu'au bout de la presqu'île. Bonifacio était un préside fortifié avec des espaces entièrement annexés par les militaires. Dans les années 70, ce territoire devient à nouveau cohérent avec la création d'un parc marin qui unit la Corse et la Sardaigne pour la protection de la biodiversité. Le fleuron de cette réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, c'est l'archipel della Vedi, un conservatoire de la faune et de la flore spécifique à la Méditerranée.
Si on doit synthétiser la richesse de la Vedzi, ce sera bien difficile. Hein. C'est un paysage, c'est une formation géologique particulière qui peut ressembler à la Bretagne parfois pour certains qui arrivent. C'est un puits de biodiversité tant à terre par sa richesse floristique que pour la richesse au niveau de ces oiseaux, notamment des oiseaux marins. Les puffins cendrés, qui se lamentent tels des nourrissons, nichent la nuit sous les cahots rocheux. Ce petit albatros revient ici à terre pour se reproduire avant de retourner passer l'hiver au large des côtes de l'Afrique. J'ai mes hermanes là. Depuis 35 ans, les ornithologues de la réserve naturelle suivent cet oiseau à travers bagues et enregistreurs GLS et leur donnent aujourd'hui une précieuse connaissance de ce grand voyageur. Alors, notez le numéro du GLS. Au mois d'octobre, les oiseaux vont partir. Et là, de manière tout à fait instinctive, tous les oiseaux qui sont dans ces nids qu'on a autour de nous, là, tous les oiseaux vont converger vers la mer. Ils vont tous s'envoler et d'un coup d'aile, ils vont partir, franchir Gibraltar, vont rester 15 jours, 3 semaines en Méditerranée, puis d'un coup ils franchissent Gibraltar. Et là aussi on a une donnée extraordinaire, on avait un bon oiseau qui était avec un balisarcos qui était calibré tous les 48 heures. Et on avait l'oiseau qui stationnait au Baléares, et en fait il a attendu une dépression pour se faire pousser et passer Gibraltar et terminer 48 heures après au sud du Maroc. Ces oiseaux qui sont capables de faire des trajets énormes en très peu de temps, tout simplement pour faire des migrations et revenir toujours nicher au même endroit. Bon, on le remercie quand même pour tout ce qu'il a fait pour la science. Hein. C'est un symbole poétique, c'est un symbole qui enivre les marins, c'est un symbole qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis ça fait partie de notre patrimoine, mais c'est surtout aussi un très très bon indicateur de l'état de santé de la mer et de l'état de santé de la nature sur ces îlots. Les flamants roses arrivent de Sardaigne, de Camargue ou de Turquie pour un séjour hivernal sur les étangs de la plaine orientale de Corse. Avec plus de 20 000 oiseaux, l'étang de Bigouille est le 3e étang de France par le nombre d'individus.
Ce qui est aujourd'hui un vaste espace naturel était jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale le pays des terres humides, le domaine des eaux stagnantes et de la terrible malaria. Pendant des siècles, les piagges, les plages, sont ces terres du littoral déshéritées et malsaines, sans aucune valeur, et dont seules les femmes héritent à leur mariage. Pourtant, cette terre du littoral possède une longue histoire dont la nature garde encore les traces. On sent qu'ici, durant des siècles et des siècles et des siècles, il y a des générations de gens qui ont vécu, qui ont travaillé, qui se sont cachés aussi, parce que c'était un endroit qui servait beaucoup à se cacher. Et pour moi, c'est un des hauts lieux de la vie en Corse. Et c'est un endroit auquel je suis extrêmement attachée, et bon, parce qu'en plus, je trouve que c'est un espace parfaitement beau. Il y a une trentaine d'années, Francis Léandre et Fabienne Maestrach entreprennent de rouvrir le sentier du littoral emprunté depuis des siècles entre Campo-Mort et Bonifacio. Ils vont mettre plus d'une décennie à retrouver ce sentier, en partie dallé par les Romains. À coups de machette dans le maquis, en interrogeant les anciens bergers, ils remettent à jour toute une partie de l'histoire de la Corse qui s'est écrite ici, sur ce littoral aujourd'hui emblème de la nature sauvage. Les chemins du littoral, quand Francis a commencé à y emmener ses premiers clients, plus rien n'existait pratiquement. Quelques chemins de chasseurs ou de gens qui avaient encore des animaux, mais qui allaient d'un endroit à l'autre. Mais la première fois qu'on est parti de Propriane pour arriver à Bonifacio, c'était un pari fou. Un pari complètement fou, parce qu'il y avait pratiquement plus de tracés. Contrairement à ce qu'on pense, les Corses, effectivement, sont surtout des gens de montagne, etc., etc., mais il y a une partie de la Corse qui est tournée vers une vie maritime, et en particulier des chemins maritimes. Donc très souvent, il y avait des marchandises qui étaient acheminées par la mer. Ce grenier à blé en pierre de granit est l'un des derniers témoins de l'activité qui régnait ici. Moi, ça fait 30 ans que je la connais comme ça. Elle est magnifique, cette maison. Elle est vraiment magnifique. C'est un témoignage extraordinaire. Et ici, probablement, le grain était stocké, puisque tout ce que nous avons autour de nous était probablement planté en blé. Ça paraît impossible à imaginer aujourd'hui. La Corse, c'était un jardin, et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, ça. C'était un jardin qui commençait à Bonifacio et qui se terminait à la Giralia dans le Cap. Et tous ces chemins que nous voyons, c'était des chemins qui étaient faits pour que circulent les marchandises, et pas uniquement des gens. Des marchandises ou des troupeaux. Et maintenant, c'est devenu une espèce de figure emblématique de la nature sauvage. Mais
Si les Corses d'il y a même pas un siècle revenaient et qu'on leur dise ça, en plus pour eux, ça serait une humiliation sans fond. Ça signifierait qu'ils n'ont pas été capables d'entretenir leur territoire, ce qui est la vérité d'ailleurs. Moi, en ce qui me concerne, je voue une haine féroce au maquis. Je trouve que ça sent très bon, c'est très joli sur la carte postale, etc., etc. Mais moi, je suis agriculteur. Le maquis, c'est mon ennemi numéro 1. Et donc, quand je vois ça, après l'émotion esthétique, pour moi, c'est un énorme serrement de cœur, parce que ça signifie qu'il n'y a plus d'humains pour occuper l'espace. C'est très beau, l'espace sauvage. Mais nous, il faut qu'on y prenne notre place aussi dans cet espace. Au sortir des deux guerres mondiales, la Corse, exsangue de sa population, est réduite à un statut de terre de vacances. L'État français décide de développer l'économie insulaire par le biais de sa première richesse, son capital nature. Les grands projets d'aménagement touristique visent d'abord les sites naturels les plus remarquables. Sur l'archipel des Sanguinaires, dans le golfe de Porto, à la pointe du Cap Corse, les promoteurs osent les projets les plus fous. Ports de plaisance, héliports, casinos, des terrains de sport, des hôtels avec plus de 15 000 lits. Et ici, sur ce petit coin de nature, une jetée en béton fut jadis édifiée pour accueillir les résidents d'une centaine de villas que souhaitait construire un promoteur. Il avait déjà tracé les routes et les chemins d'accès, jusqu'au jour où son projet fut arrêté net. Je dis qu'il y a un bienfaiteur de l'humanité qui s'était installé ici parce qu'il avait trouvé le coin joli, qu'il a voulu en faire profiter à 5000 personnes, et que des méchants ont osé transgresser cette bonne règle de l'hospitalité corse et faire en sorte que le monsieur en question, il s'en aille. Non, c'était un monsieur qui s'appelait, je ne me rappelle plus. Mais tant qu'il avait construit sa maison tranquille, bon, personne ne l'a embêté. Hein. C'est le jour où il a décidé de construire un très gros lotissement qu'il a commencé à avoir des ennuis. C'est pas du tout que, en ce qui me concerne, je sois contre le fait qu'on construise en Corse. Mais il y a des endroits pour construire et il y a des endroits pour rêver. Et je pense qu'ici, c'est un endroit pour rêver. Voilà. Ça fait des siècles qu'on se bat pour la Corse. Hein. Les premières révoltes corses, elles ne datent pas de Pascal Paoli. Hein. Et quand on parle de la résistance en Corse, les gens ont dans l'esprit, pour eux, la résistance, c'est la résistance pendant la dernière guerre. La résistance, ça fait des centaines d'années, des siècles et des siècles qu'elle existe en Corse. Bon. Et là, les derniers résistants sont les gens qui ont combattu et qui ont payé par des années de prison et quelquefois au prix de leur vie pour maintenir ces espaces. Je sais que mon itinérance à travers ces territoires qui sont nos territoires, c'est à eux que je les dois. Les paysages que nous voyons maintenant, qui sont des paysages magnifiques, ces 3 jours merveilleux que nous passons au bord de mer, c'est parce qu'il y a des gens qui ont payé de leur vie et de leur liberté que nous pouvons nous offrir ce privilège. Si ces gens-là n'avaient pas existé, ici, il y aurait probablement un carrefour, je parle d'un carrefour routier, un Leclerc, ou un casino ou un autre carrefour, il y aurait des supermarchés, il y aurait des cafés, il y aurait des gens partout, il y aurait des cars de police, il y aurait des pompiers parce que des gens auraient eu des accidents de voiture. Vous comprenez ce que je veux dire? Et à un moment donné, il y a des Corses qui se sont engagés pour que ça, ici, ça n'existe pas. Mais pour moi, celui qui se bat pour sa terre, ça demeure un homme et un vrai Corse.
Comment concilier nature et tourisme dans une île aussi fragile? Comment s'y développer sans y perdre son âme et sans altérer les paysages? Le littoral, c'est le cœur de toutes les questions qui se posent aujourd'hui en Corse.